Un type super faible entre dans le monde des portes magiques, partant de rien pour se construire lui-même. Avec le temps, il devient l'un des chasseurs les plus redoutés, abattant des monstres avec toutes sortes de compétences. Mais voici le hic. Il garde ses véritables pouvoirs bien cachés. Quelle est l'histoire de ce gars? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le premier épisode commence par une introduction de notre protagoniste et des événements de la première saison. Il y a plus d'une décennie, des portails mystérieux sont apparus dans le monde entier, abritant des monstres magiques. Les humains qui ont éveillé la capacité de combattre ces monstres ont été appelés des chasseurs. Leur lutte contre les créatures a été implacable. L'un des premiers chasseurs était Sung Jin-woo, un chasseur de rang inférieur qui peinait à subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa sœur étudiante. Malgré sa faiblesse, la vie de Sung a changé lorsqu'il a découvert un double donjon. Dans cet endroit périlleux, il a acquis la capacité de monter en niveau, comme s'il était coincé dans un jeu vidéo. Avec chaque combat, il est devenu plus fort, découvrant finalement une recette pour une médecine universelle et obtenant le titre de monarque des ombres. L'histoire reprend avec Sung endormi dans sa chambre. Sa sœur Gina l'appelle pour le réveiller, lui rappelant la réunion parents-professeurs. Sung se prépare rapidement et accompagne sa sœur à l'école, où sa présence attire l'attention de tout le monde, surtout des filles. Sung rencontre le directeur de l'école, qui loue les performances académiques exceptionnelles de Gina. Cependant, le directeur soulève une autre question, demandant à Sung s'il autorisera sa sœur à passer l'examen des chasseurs. D'un ton ferme, Sung refuse catégoriquement. Plus tard, Sung attend une jeune fille, qui s'avère être l'amie de Gina. Elle avoue qu'elle n'a aucune intention de retourner à l'école ou d'abandonner la chasse. Sung lui conseille de reconsidérer sa décision, car elle est une chasseuse de rang E et ne peut pas vivre de cette manière. Frustrée, elle insiste sur le fait qu'elle ne cessera pas de chasser. Sung lui demande alors de l'accompagner, laissant entendre qu'il a un autre plan en tête. Pendant ce temps, le directeur de l'association des chasseurs accueille Hwang, un chasseur redoutable. Hwang révèle son mépris pour le pays et son intention de rester uniquement le temps de régler un compte avec Sung Jin-woo, qu'il qualifie de chasseur de rang E et d'un autre chasseur de rang D. La scène se déplace vers une porte magique, où Sung rencontre le directeur Han et Yoon Sung. Ils discutent de la région, classée comme une zone à haute densité d'apparition de portes. Ce matin-là, une porte de rang 100 s'était ouverte. Le chasseur Kim Chul, de rang A, est présenté comme le leader de l'équipe de raid du jour. L'équipe se compose d'un chasseur de rang A, de 5 chasseurs de rang B et de 2 chasseurs de rang C. Après avoir travaillé ensemble pendant la journée, les chasseurs ont été promus d'un rang. Le directeur conseille à Sung d'observer et de ne pas participer, car l'objectif est de mettre en avant les nouvelles compétences des chasseurs. Le groupe entre dans la porte, mais Sung ressent un malaise inexplicable. Soudain, la porte se transforme en une porte rouge, attirant Sung et les chasseurs à l'intérieur. Ils se retrouvent dans un royaume glacé et isolé. Déconcerté, l'un d'eux explique qu'une porte rouge est un phénomène rare qui piège ceux qui y entrent dans un donjon isolé. La seule issue est de vaincre le boss du donjon ou de briser le sceau. Toute aide extérieure est impossible et les monstres magiques à l'intérieur sont bien plus puissants que d'ordinaire. À ce moment, l'un des chasseurs est tué et Sung échappe de justesse à la mort lorsqu'une flèche est déviée à la dernière seconde. Les assaillants se révèlent être des gobelins de glace, des chasseurs d'élite du royaume gelé qui ciblent leur proie avec une précision redoutable. Le chef du groupe s'avance alors, s'adressant aux chasseurs. Écoutez attentivement. Cette porte rouge est isolée de toute aide extérieure et nous affronterons des ennemis de rang extrêmement élevés. Dans une telle situation, je m'attends à ce que vous suiviez mes ordres sans poser de questions, car je suis le plus haut gradé parmi nous. Cependant, je ne peux pas diriger tout le groupe seul, donc nous allons nous diviser en 2 équipes pour augmenter nos chances de survie. Il les rassure d'un ton déterminé. Je vous promets, quoi qu'il en coûte,
que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer notre survie. » Plusieurs chasseurs se portent immédiatement volontaires pour rejoindre son équipe, mais le chef fixe une condition. « Je n'accepterai que ceux classés rang C ou supérieur. » De plus, gardez à l'esprit qu'un jour, ici, équivaut à seulement 1 heure dans le monde extérieur. Que nous vainquions le boss du donjon, ou que nous attendions que le sceau se brise, ne perdez pas espoir et ne baissez jamais les bras. Restez forts, et nous reviendrons tous vivants, si Dieu le veut. À ce moment, une combattante s'avance, demandant à rejoindre la deuxième équipe. Le chef lui permet, disant qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Après tout, elle n'est qu'un simple membre de l'équipe. En observant Sung Jin-woo, la jeune femme pense en elle-même « Sung doit être incroyablement puissant. Il doit être au moins un chasseur de rang A. Je dois rejoindre son équipe. » Le groupe se met en route, et alors qu'ils avancent dans le paysage glacé, le chef s'arrête brusquement et avertit « Ce sont des traces d'un ours des glaces. Soyez extrêmement prudents. » La tension monte alors que les chasseurs se préparent au défi à venir, sachant que leur survie dépendra de leur unité, de leur stratégie et de leur volonté. Ces 2 chasseurs de rang E risquent fort de trouver la mort, pensa le commandant. Il est évident qu'ils ne se sont pas suffisamment entraînés non plus. Il réfléchit ensuite au fait qu'ils avaient un chasseur de rang C et Pak Hye-jin, un rang B, mais ne comprenait pas pourquoi il avait supposé que le chasseur de rang E était leur chef. Il imagina alors une méthode en 2 étapes pour le découvrir, impliquant ceux-ci et l'empereur. Soudain, un ours géant apparut. Le commandant les avertit à plusieurs reprises, les exhortant à se concentrer sur leur survie. L'ours chargea sur le commandant, tentant de le tuer, mais celui-ci le frappa d'un seul coup, le tranchant en 2. L'ours s'effondra au sol, mais derrière lui, 2 ours furieux émergèrent. Ils l'attaquèrent également. Les ours semblèrent soigner entre eux, et bientôt, le groupe se retrouva en fuite vers le train. Ils l'attaquèrent encore. À ce moment, Sung et ses compagnons apparurent, alertés par un bruit lointain. Ils réalisèrent que toute la forêt était un repère d'ours des glaces et décidèrent de battre en retraite avant d'en croiser davantage. Cependant, Sung refusa de partir, argumentant que tant qu'il restait prudent, rester dans la forêt était préférable à affronter un ennemi intelligent, comme les elfes des glaces. La combattante réfléchit à ces paroles et les trouva justes. Si les ours des glaces habitèrent cette forêt, cela signifiait qu'il n'y avait pas de monstre plus fort dans les environs. Elle n'avait pas envisagé ces détails auparavant. Soudain, ils ressentirent un froid intense, ce qui poussa Sung à ouvrir sa boîte à outils. Il trouva des manteaux pour chacun d'eux et les distribua. Ses compagnons furent choqués de découvrir qu'il utilisait de la magie d'invocation, car même les chasseurs de haut rang peinaient à stocker plus de 2 ou 3 objets de bas niveau. Ils commencèrent à se demander qui était réellement Sung. À ce moment-là, un autre ours massif apparut. Sung s'avança pour protéger ses amis. Avec la magie émanant des 2 camps, les ours gigantesques se réunirent pour une attaque massive en forme de prison. Sung en réchappa. La scène se déplaça vers le monde humain, où Bak frappait à la porte rouge, essayant de l'ouvrir, mais celle-ci restait fermée. Il remarqua qu'avec un peu de chance, seul un chasseur de rang A et quelques chasseurs de rang B pourraient en sortir. Il n'avait d'autre choix que de compter sur le chasseur Kim. Yeon désigna un autre individu, Sung Jin-woo, un chasseur de rang E qui aurait peut-être subi un second éveil. Bak lui demanda s'il en était sûr, mais Yoon admit qu'il n'en était pas certain. Ce n'était qu'une rumeur qu'il avait entendue. À ce moment-là, Hwang apparut et demanda ce qu'il faisait là. En voyant Hwang, Bak devint furieux et exigea de savoir pourquoi Hwang était là, supposant qu'il se trouvait aux États-Unis. Hwang ignora la question de Bash et demanda plutôt pourquoi ils avaient permis à un déchet de rang E d'entrer dans l'une de leurs portes, surtout s'il n'était pas affilié à leur guilde. Bash ne comprit pas immédiatement que Hwang faisait référence à Sung. Hwang continua, expliquant qu'il avait fait l'effort de venir ici parce que Sung était piégé à l'intérieur d'une porte rouge. Il voulait au moins jeter un coup d'œil.
Debout devant la porte, Wang déclara qu'il ne pouvait pas atteindre Sung à l'intérieur de la porte, mais qu'il doutait fortement que Sung en sorte vivant. La scène se déplaça ensuite vers Sung, qui venait tout juste d'abattre l'ours. « Comme on pouvait s'y attendre d'une porte rouge, » dit Sung. « J'ai gagné plus de points d'expérience que d'habitude. » Le soir, on voit un groupe assis ensemble. L'un d'eux remarque « Plus tard, beaucoup de monstres apparaîtront. » Et on voit Sung utiliser ses pouvoirs. Un grand groupe de personnes lui demande d'affronter les monstres et de les éliminer. La scène passe alors à un robot qui attaque les monstres, s'engageant dans un combat féroce. Wang ignora la question de Bash et demanda plutôt pourquoi ils avaient permis à un déchet de rang E d'entrer dans l'une de leurs portes, surtout s'il n'était pas affilié à leur guilde. Bash ne comprit pas immédiatement que Wang faisait référence à Sung. Wang continua, expliquant qu'il avait fait l'effort de venir ici parce que Sung était piégé à l'intérieur d'une porte rouge. Il voulait au moins jeter un coup d'œil. Debout devant la porte, Wang déclara qu'il ne pouvait pas atteindre Sung à l'intérieur de la porte, mais qu'il doutait fortement que Sung en sorte vivant. La scène se déplaça ensuite vers Sung, qui venait tout juste d'abattre l'ours. « Comme on pouvait s'y attendre d'une porte rouge, » dit Sung. « J'ai gagné plus de points d'expérience que d'habitude. » Le soir, on voit un groupe assis ensemble. L'un d'eux remarque « Plus tard, beaucoup de monstres apparaîtront. » Et on voit Sung utiliser ses pouvoirs. Un grand groupe de personnes lui demande d'affronter les monstres et de les éliminer. La scène passe alors à un robot qui attaque les monstres, s'engageant dans un combat féroce. Jinwoo se tient victorieux face aux ours de la mort et démontre son immense pouvoir en tant que nécromancien lorsqu'il leur ordonne de se relever. Des ours d'ombre émergent des cadavres et Jinwoo ajoute de nouveaux membres à son armée d'ombre. À l'extérieur du portail, Han explique que la force de frappe est bloquée depuis 3 heures, mais qu'à l'intérieur, cela correspondrait à environ 3 jours. Les portails rouges sont extrêmement dangereux. Alors, Dong-Su conclut que Jinwoo doit déjà être mort et s'apprête à partir. Cependant, Dong-Su se ravise et exige de savoir pourquoi Jinwoo traîne avec la guilde du Tigre Blanc. Han explique simplement que Jinwoo est une de ses connaissances et qu'il voulait observer une mission de rang C. Han est soulagé lorsque cette explication semble suffisante, mais Dong-Su choque tout le monde en commençant à étrangler Han. Dong-Su n'est pas dupe et il sait qu'Han a le don de repérer les nouveaux talents. C'est alors que Baek devient très sérieux, se transforme et ordonne à Dong-Su de s'arrêter. Cela ne fait qu'enrager davantage Dong-Su, qui rétorque que Baek n'est qu'un gros poisson dans une petite mare. Les deux hommes libèrent une partie de leur puissance, terrifiant Han, qui craint qu'un combat de rang S n'éclate si personne ne les arrête. Toute la zone pourrait être complètement détruite, mais les deux hommes, furieux, s'attaquent l'un à l'autre malgré tout. De retour à l'intérieur du portail, Kim Chu est soulagé d'avoir échappé aux elfes. Son soulagement se transforme en choc lorsqu'il tombe sur les cadavres des puissants ours de la mort. C'est une vision terrifiante, et il se demande si les Eurans qu'il a laissés derrière sont responsables. Tremblant de peur, il réalise que Jinwoo et les autres n'étaient pas assez forts pour accomplir cela. Kim Chu craint que les couches de glace ne soient à l'origine de cela, alors il court à travers la forêt. De retour à l'extérieur, Dong-Su est impressionné en voyant que Wu est apparemment suffisamment puissant pour arrêter un combat de rang S. Le modeste Wu dit que la seule raison pour laquelle S et Bra sont encore intacts, c'est parce que les deux chasseurs ont retenu leur puissance à la dernière seconde. Wu explique à Dong-Su qu'il a réévalué Jinwoo il y a 2 mois et il est certain que ce gamin est vraiment juste un U-rank. De plus, l'équipe de surveillance a enquêté sur la mort du frère de Jinwoo et il détermine qu'il a été éliminé par une bête magique. Dong-Su sait que c'est juste une histoire pour le public et il déduit que si le tueur n'est pas Jinwoo, cela doit être l'autre gars, le gamin riche nommé Yu. Wu veut savoir pourquoi il poursuit Jinwoo, si tel est le chaos, mais la réponse de Dong-Su est simple. Jinwoo est un complice.
À ce moment-là, Dong-soo est appelé ailleurs et il dit que Jin-woo a de la chance. Ah-han pense à la manière dont personne ne comprend le pouvoir de Jin-woo comme lui et il est certain que Jin-woo survivra au portail rouge. À l'intérieur, les autres membres du groupe de Jin-woo sont assis près d'un feu, mais Kim-Chu les a retrouvés. Il est furieux de constater que des faibles comme eux ont non seulement survécu, mais qu'ils prospèrent avec des vêtements adaptés au froid, des couvertures et de la nourriture. Furieux, Kim-Chu les confronte et révèle que son groupe est mort faute d'équipement. Perdant complètement la raison, il exige de savoir qui cachait tout ce matériel, accusant les survivants d'être responsables de la mort de ses coéquipiers. Il arrive à la conclusion que Park devait tout savoir depuis le début, ce qui expliquerait pourquoi elle voulait rejoindre le groupe des plus faibles. Kim-Chu ordonne à la personne responsable de se dénoncer, comptant à rebours à partir de 3, menaçant d'éliminer tout le monde s'il n'obtient pas de réponse. Lorsqu'il termine son compte à rebours sans qu'aucun aveu ne soit fait, il croit déjà savoir qui est derrière tout cela. Il hurle le nom de Jin-woo et s'apprête à attaquer tout le monde, mais Jin-woo surgit de nulle part pour le terrasser instantanément. Tout le monde est stupéfait de voir leur leader, et Jin-woo ne peut pas croire que Kim-Chu ose blâmer les autres pour l'échec de son équipe. Cependant, ce n'est pas la seule erreur de Kim-Chu, car Jin-woo détecte qu'il a attiré encore plus de problèmes. Jin-woo s'adresse aux intrus en disant que leur aura est bien trop forte pour ne pas être remarquée, et il leur ordonne de révéler leur présence. Les elfes de glace obéissent et se montrent. Leur chef est surpris de constater qu'un des humains insignifiants semble réellement puissant. Jin-woo réplique immédiatement, mais tout le monde reste stupéfait de constater qu'il parle la langue des bêtes magiques. Jin-woo est également surpris, mais il en déduit que c'est grâce à son système de triche. Le chef elfe explique alors la raison de leur présence. L'un de ses soldats a perçu la puissance de Jin-woo lorsqu'il a arrêté la flèche et souhaite l'affronter. Cependant, avant même que le chef ne termine sa phrase, Jin-woo décapite le challenger d'un coup net. Le chef, loin d'être en colère, est très amusé, mais Jin-woo reste impassible et attaque immédiatement le leader. Ce dernier se défend habilement, et Jin-woo comprend rapidement qu'il ne sera pas facile à vaincre. L'amusement du chef persiste, et il affirme que Jin-woo n'est pas humain, tout en se demandant pourquoi il prétend l'être. Jin-woo n'a aucune idée de ce dont il parle, ce qui amuse encore plus le chef. Cela signifie, selon lui, que Jin-woo est ignorant de quelque chose. Le chef révèle que les elfes entendent une voix dans leur tête, leur ordonnant de tuer les humains. Toutefois, cette voix reste silencieuse en présence de Jin-woo. Cela intrigue Jin-woo, qui commence à se demander si cela est lié à son système de directive. Le fait que cette voix ne les pousse pas à s'opposer à lui pourrait être dû au statut de Jin-woo en tant que joueur. Le chef propose alors de régler les choses de manière raisonnable, en encourageant Jin-woo à simplement leur livrer les humains. Jin-woo demande pourquoi ils combattent les humains, mais un événement étrange se produit alors que le chef commence à répondre. Son corps bugue brièvement, comme une image déformée, et il répète mot pour mot ce qu'il venait de dire quelques secondes auparavant. Jin-woo riposte avec une réponse, mais tout le monde est surpris de voir qu'il peut parler la langue de la bête magique. Jin-woo est lui-même surpris, mais il conclut que son système tricheur est à l'origine de cette capacité. Le chef elfe explique alors pourquoi ils sont ici. L'un de ces hommes a pu sentir la puissance de Jin-woo lorsqu'il a arrêté la flèche, et il souhaite le combattre. Avant même que le chef ne puisse terminer sa phrase, cependant, Jin-woo tranche la tête du challenger. Le chef est très amusé, mais Jin-woo ne l'est pas. Alors il passe immédiatement à l'attaque contre le chef. Ce dernier se défend bien, et Jin-woo sait que ce ne sera pas facile de le vaincre. L'amusement du chef continue alors qu'il déclare que Jin-woo n'est pas humain et se demande pourquoi il prétend l'être. Jin-woo n'a pas la moindre idée de ce dont il parle. Alors le chef éclate de rire en réalisant que Jin-woo est ignorant. Il révèle que les elfes ont une voix dans leur tête leur ordonnant de tuer les humains, sauf qu'ils ne l'entendent pas lorsqu'il s'agit de Jin-woo.
Cela pousse Jin-Woo à se demander si cela ressemble à ses directives de système. Le fait que la voix ne les dirige pas contre lui pourrait venir du fait que Jin-Woo est le joueur. Le chef révèle qu'il préférerait régler les choses de manière sensée et invite Jin-Woo à remettre les humains sans résistance. Jin-Woo demande alors pourquoi ils s'en prennent aux humains en premier lieu, mais quelque chose d'étrange se produit lorsque le chef commence à répondre. Son corps se fige un instant et il répète ce qu'il a dit une seconde auparavant. Les deux guerriers se lancent alors l'un contre l'autre et Barca montre sa domination. Cependant, il est surpris lorsque Jin-Woo téléporte sa lame dans son autre main. Les deux évitent de justesse les attaques de l'autre, mais Jin-Woo finit par être repoussé. Barca n'avait pas pris autant de plaisir à un combat depuis longtemps, mais Jin-Woo a encore plus à lui offrir. Jin-Woo laisse échapper un sourire, et Barca est stupéfait lorsqu'un gigantesque météore s'abat sur lui. Non loin de là, Kim-Chu reprend conscience et se souvient à peine de la façon dont il a été écrasé. Il maudit à nouveau Jin-Woo et saisit son épée. Jin-Woo a réussi à gagner du temps avec ses soldats magiques, mais Barca n'est pas impressionné et se prépare à attaquer à nouveau. À ce moment-là, Jin-Woo remarque que Kim-Chu arrive par derrière. Il avait en réalité prédit que cela se produirait, donc avec Barca qui approche rapidement, Jin-Woo demande à Ygritte de créer un écran de fumée. Tout en restant caché, Jin-Woo contrôle la vie d'Ygritte et de Kim-Chu. Kim-Chu est stupéfait de réaliser que Jin-Woo savait que tout cela allait se produire et qu'il n'avait été que manipulé. Avec la mort de Kim-Chu, Jin-Woo lui ordonne de se relever et une explosion de lumière surgit de son corps. Barca continue de charger et il dit à Jin-Woo que se cacher ne le sauvera pas. Il est stupéfait cependant lorsqu'un nouveau soldat apparaît pour le repousser. Jin-Woo nomme son nouveau membre, Fer, et le soldat pousse un cri perçant. Barca est prêt à relever tous les défis et après quelques secondes de combat, il peut dire que Fer n'est pas très agile. Jin-Woo refuse, ce qui pousse le chef à se demander s'il a vraiment l'intention de se faire des ennemis aussi puissants. Il rappelle à Jin-Woo qu'il le surpasse largement en nombre, mais Jin-Woo, confiant, lui demande pourquoi il en est si sûr. Sans attendre, Jin-Woo invoque son armée, laissant les autres abasourdis, incapables de comprendre comment cela est possible. Le chef elfe, sûr de lui, pense que Jin-Woo perd son temps, mais ce dernier ne prête aucune attention à ses paroles. Il veut un combat, et le chef accepte le défi. Les deux camps se lancent dans une bataille sanglante, tandis que certains essaient de fuir. Les soldats elfes les prennent en chasse, mais Jin-Woo démontre son incroyable maîtrise du combat en les éliminant un par un. Malheureusement, il comprend vite pourquoi le chef était si confiant. Les elfes infligent des dégâts considérables. L'armée de Jin-Woo est immortelle, mais sa régénération consomme de l'énergie magique. Même si Jin-Woo en possède beaucoup, elle finira par s'épuiser. De plus, Jin-Woo reconnaît que le chef est clairement plus fort que lui. Le chef l'attaque directement et Jin-Woo réalise que, même s'il combattait aux côtés d'Ygritte, ce serait une lutte extrêmement difficile. Face à ces désavantages, il devient évident que des soldats ordinaires ne suffiront pas. Jin-Woo décide qu'il lui faut une force de combat encore plus puissante. Le chef se présente sous le nom de Barca et Jin-Woo, impassible, lui donne également le sien. Les deux guerriers se lancent l'un contre l'autre et Barca démontre rapidement sa supériorité. Cependant, il est surpris lorsque Jin-Woo téléporte sa lame dans sa main opposée. Les deux combattants évitent de justesse les attaques de l'autre, mais Jin-Woo finit par être repoussé. Barca, ravi, admet qu'il n'a pas eu un combat aussi exaltant depuis des lustres, mais Jin-Woo a encore bien plus à offrir. Avec un sourire énigmatique, Jin-Woo surprend tout le monde lorsqu'un météore géant s'abat sur Barca. Non loin de là, Kim-Chu reprend conscience, à peine capable de se souvenir de sa défaite cuisante. Furieux, il maudit une fois de plus Jin-Woo et s'empare de son épée. Jin-Woo a réussi à gagner du temps grâce à ses soldats magiques, mais cela ne fait qu'irriter Barca, qui lance une nouvelle attaque. À cet instant,
Jin-woo remarque que Kim-Chu s'approche par derrière. Comme prévu, Jin-woo avait anticipé cette situation et ordonne à Igris de créer un écran de fumée. Caché dans la fumée, Jin-woo s'associe à Igris pour éliminer Kim-Chu. Kim-Chu est stupéfait de réaliser que Jin-woo avait tout planifié et qu'il n'était qu'un pion dans son jeu. Avec Kim-Chu désormais mort, Jin-woo prononce les mots fatidiques. « Lève-toi ». Une lumière éclatante jaillit du corps de Kim-Chu. Pendant ce temps, Barka continue de charger, affirmant que ce cachet ne sauvera pas Jin-woo. Il est toutefois abasourdi lorsque Baek refuse de partir. Mais lui et Han sont stupéfaits lorsque des personnes commencent à sortir du portail. Baek est certain que c'est Kim-Chu, convaincu que son membre de guilde réussirait à accomplir la mission. Cependant, il est surpris de voir qui sort réellement. Han avait raison. C'est Jin-woo qui émerge. Le portail se referme, laissant Baek se demander où se trouve Kim-Chu. Il est horrifié d'apprendre que seul le chasseur de Baran a survécu et il s'interroge sur ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Baek aimerait interroger Jin-woo, mais ce dernier, épuisé, lui demande de poser ses questions à un membre de sa guilde. Baek n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre, car il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre. À la limite, c'était une menace. De plus en plus sérieux, Baek rappelle à Jin-woo que 6 membres de sa guilde ont disparu. C'est sa responsabilité de découvrir ce qui s'est passé. Jin-woo, loin d'être intimidé, lui fait remarquer qu'il a été celui qui a sauvé les 2 membres survivants. Cela signifie que c'est aussi la responsabilité de Baek de lui montrer de la gratitude. La tension monte, mais Baek finit par se calmer, réalisant que Jin-woo a raison. Il s'excuse et Jin-woo raccompagne Song-yi chez elle. Baek demande à Park qui est exactement ce gars-là et pourquoi il semblait si en colère. Park révèle que c'est seulement après avoir vaincu le boss que son humeur a changé. Han insiste pour dire que cela doit être dû à l'épuisement, car Jin-woo est habituellement quelqu'un de gentil. Baek s'intéresse évidemment à Jin-woo et donne des instructions à Han pour s'assurer qu'il soit amené à leur guilde, quoi qu'il en coûte. Plus tard, Jin-woo raccompagne Song-yi chez elle. Elle le remercie pour tout et lui dit qu'elle a hâte de le revoir. En partant, Jin-woo réalise qu'il ne s'est même pas écoulé une journée entière depuis qu'ils étaient piégés dans le portail. Il est déçu car, après tous ses efforts, il n'a gagné qu'une seule dague et conclut que Barka devait être d'un niveau beaucoup trop élevé. Un flashback révèle que Jin-woo a essayé de transformer le chef elfe en soldat immortel. On lui a donné 3 tentatives, mais il n'a pas réussi à l'extraire. Au moins, il a obtenu Iron de cette situation, mais c'était déjà la 3e fois qu'il devait ôter des vies humaines. Le lendemain, vous rencontrez Jin-woo, mais ce dernier n'en croit pas ses yeux en voyant ce que vous portez. Il se dirige vers une mission, mais Jin-woo leur dit qu'il faut d'abord aller chercher quelqu'un. Il s'agit de Song-yi, et vous êtes choqués de voir à quel point ils semblent familiers l'un avec l'autre. Jin-woo lui demande si elle a réussi à dormir, mais cette question vous donne une mauvaise impression. Inquiet pour Jin-woo, vous lui rappelez que Song-yi est mineur. Bien sûr, Jin-woo ne fait rien de répréhensible, alors il reste décontracté, mais cela ne fait qu'amplifier votre malentendu. Puis Jin-woo change de sujet et démarre la voiture. Après leur voyage, le groupe arrive dans un donjon et se retrouve immédiatement pris au milieu d'un conflit. Jin-woo, au lieu de rejoindre la bataille, est captivé par les silhouettes spectrales qui combattent les ogres. Il demande à Jin-woo ce que sont ces créatures, et le protagoniste se rend compte qu'il en avait déjà parlé à son partenaire auparavant. Sans entrer dans les détails, il répond simplement que c'est l'une de ses capacités. Insatisfait, Yu veut savoir s'il peut invoquer des soldats fantomatiques, mais Jin-woo estime que c'est trop complexe à expliquer pour le moment et change de sujet. Après la victoire, il claque des doigts et ordonne à son armée de ramasser les pierres précieuses. Puis Jin-woo s'agenouille et demande au moins à aider avec les gemmes. Instantanément, un soldat de l'ombre tente une poignée de gemmes au chasseur, qui le remercie pour sa compréhension et fait sourire son ami. Pendant ce temps,
Sur un bateau échoué, un guerrier crie de désespoir, tandis qu'un homme lui dit de ne pas crier et de rester calme, expliquant que les autres qui sont tombés ne sont que évanouis. Cependant, comme il ne parle pas anglais, il suppose que le guerrier n'a aucune idée de ce qu'il dit, alors il se désigne et dit quelques mots mal compris. De retour parmi les chasseurs, il se dirige vers un restaurant après l'expédition pour savourer de la viande et une boisson, célébrant l'accomplissement de l'Addix-9 émission de Jin-Woo sous contrat avec Yoo-Jin-Woo. Selon le lièvre, cela aurait été impossible sans son camarade. Jin-Woo demande quelle est la prochaine étape pour son ami, et il explique qu'il va passer un examen écrit dans une association pour obtenir une licence de maître de guilde et utiliser cette licence pour négocier avec son père. Pendant ce temps, Jin-Woo mentionne qu'il sera hors de contact pendant un certain temps, car il doit se rendre dans un endroit particulier. Après cela, Jin-Woo tourne son verre et anticipe qu'on devrait lui dire de se taire s'il devient agaçant. Il révèle alors qu'il a un frère de Tennant son aîné qui ne l'aime pas. Les deux n'ont jamais passé de temps ensemble comme de vrais frères. D'un autre côté, Jin-Woo a sauvé la vie de Jin-Woo et a accepté sa demande. Autrement dit, le lièvre baisse la tête et confesse qu'il souhaiterait que son ami soit son frère. Lorsque ces mots sont prononcés, un silence gêné enveloppe la pièce et Jin-Woo garde la tête baissée jusqu'à ce que Jin-Woo serve son camarade et réponde qu'à partir de maintenant, ils sont frères. En entendant ces mots, Jin-Woo retient ses larmes, tourne un autre verre de boisson et propose presque de force plus de viande à son nouveau frère. Jin-Woo lui demande s'il est ivre, mais il insiste sur le fait qu'il est sobre. Pendant ce temps, l'homme qui avait agressé les autres sur le bateau échoué est retrouvé en prison et menotté. Selon les autorités responsables de l'arrestation, cet homme se présente comme un chasseur étranger qui a été piégé dans un portail il y a 10 ans et n'a jamais réussi à en sortir jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Comme il ne parle pas anglais, l'interrogatoire du suspect doit être mené avec un traducteur présent. Pour l'instant, on pense que ce prisonnier est une bête humaine éveillée. C'est pourquoi les autorités ont demandé l'aide d'un chasseur de rang S de Washington, qui est un compatriote du suspect. Ce chasseur s'appelle Wang Dong-soo, et l'enquête se poursuivra dès qu'il sera de retour aux États-Unis. D'ailleurs, l'un des agents a demandé le nom du prisonnier, et un autre, peinant à le prononcer, dit que son nom est Sung Il-won. De retour chez lui, prêt à repartir, Sung Il-won dit à sa sœur qu'il sera absent pendant 1 mois avec un ami, et elle lui demande depuis quand il a une petite amie et pourquoi il ne l'a même pas dit à sa petite sœur. Dans la scène suivante, le garçon revient dans un endroit où il était allé il y a quelque temps. Aux alentours du niveau 20, il fait face à Cerbère dans le château démoniaque et n'a pas pu finir le travail. Mais maintenant qu'il a triplé de niveau, il sent qu'il a une chance. Alors il ouvre la porte du donjon avec la clé appropriée et s'y précipite. Dès qu'il entre, il reçoit pour mission de collecter 10 000 âmes démoniaques, ce qui fait suer le jeune homme à cause de la quantité absurde, mais comme il est revenu au château à la recherche de l'élixir de vie, que ce soit 10 ou 5 000, Jin-Woo abattra chacune d'elles. Pendant ce temps, alors qu'il soumet son CV à son père, Yoo Jin-Woo demande que la guilde lui soit transmise. Le vieil homme se souvient que Jin-Sung, son fils aîné, avait une autre idée pour cette guilde, mais Jin-Woo soutient que ce plan consistant à mettre quelqu'un de l'extérieur à la tête est trop risqué pour l'entreprise. Cela dit, son père mentionne que c'est Jin Woo-sung qui a été impliqué dans la tragédie du donjon où le groupe de Wang Dong-suk a été éliminé, et dans la mort des prisonniers du département de supervision. Pourtant, cet homme reste libre et impuni pour ses actions, et c'est lui qui a participé à littéralement toutes les expéditions de Jin-Woo vers les portails. Lors du récent incident du portail rouge de la guilde du Tigre Blanc, il y a quelques jours, on a dit que le fils de Sung Il-won était responsable de l'évacuation sécurisée des survivants. Ainsi, le père de Jin-Woo imagine que son fils a réussi à obtenir la licence de maître de guilde en grande partie grâce à l'aide de Jin-Woo. C'est pourquoi il se demande si le fils se sent capable de diriger une guilde en sachant cela. Cependant,
Même après avoir entendu tout ce que son père a dit, le garçon insiste pour dire qu'il aimerait avoir la guilde Yu-Jin. Ainsi, l'homme d'affaires puissant donne à son fils une chance, mais avec une condition. D'après ce qu'il a entendu, le tigre blanc souhaite recruter Jin-Woo Song après l'incident du portail rouge, et Jin-Woo doit le conduire à la guilde Yu-Jin avant que cela n'arrive. À propos de lui, Jin-Woo n'a pas pu extraire les âmes des démons morts car leur mana est contaminé, ce qui est dommage puisqu'il avait empilé des centaines d'âmes. Cependant, le chasseur reçoit une autorisation écrite pour entrer au 2e étage, puis une lumière immense, probablement le point de téléportation, émane d'un endroit spécifique du donjon, qui, comme le commente Jin-Woo, est gigantesque, presque comme une ville entière dans un seul bâtiment. Marcher pourrait fatiguer le chasseur, alors il invoque le leader des ours de glace pour servir de monture. À peine monté sur l'animal, une horde de démons apparaît devant lui, mais l'ours charge et ouvre la voie vers leur destination. À cause de ce mouvement, Jin-Woo nomme l'ours Tank. Pendant ce temps, nous nous rendons à l'association des chasseurs, une structure massive équipée de salles de sport et de piscines. Parmi quelques filles nageant, Chat Hat émerge de l'eau, attirant l'attention des autres par sa beauté. Cependant, tout ce à quoi elle peut penser est un incident qui s'est produit une fois. Lors d'une réunion avec le maître Choi Jong-in, elle avait voulu rendre publique l'information sur les fourmis volantes, mais Choi avait répondu qu'il avait reçu un ordre de l'association, car il croyait que divulguer ce fait ne ferait qu'entraîner la panique parmi la population. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La priorité est d'augmenter le pouvoir de l'association pour en faire la plus grande guilde du pays et assumer les responsabilités qui en découlent. En revenant à Jin-Woo après avoir tué un autre démon, il réfléchit à sa peur lorsque ce donjon avait été classé S lorsqu'il avait obtenu la clé pour y entrer. Mais les démons qui y vivent semblent n'être que de rang B. Cependant, ils arrivent toujours en grand nombre, et plus l'humain avance, plus les monstres deviennent forts. Cependant, si Jin-Woo parvient à éliminer les démons porteurs des permis, il pourra continuer à monter étage après étage. Cela dit, si la structure du château démoniaque est la même que celle de la tour originale, il y a 100 étages et le chasseur peut à peine imaginer le niveau des démons qu'il rencontrera au dernier étage. Maintenant, plus important encore, il semble que Jin-Woo n'ait pas assez de nourriture pour une expédition aussi longue, en plus de la promesse qu'il a faite à Gina. Ainsi, tout comme lors de la bataille contre les démons, Jin-Woo court également contre le temps, mais au final, il atteint les 10 000 âmes fixées par la mission. Le jeune homme ne sait pas jusqu'où il pourra grimper dans ce donjon, mais quoi qu'il en soit, il continue d'avancer. Ce faisant, il rencontre le seigneur des étages inférieurs, un démon connu sous le nom de Volcan de la convoitise, qui garde le 50 et étage. Pendant ce temps, le manager Han Sang-min visite la maison de Jin-Woo avec Park Hee-jin pour tenter de le recruter pour le Tigre Blanc. Mais il trouve seulement sa sœur à la maison, qui dit que son frère est parti en voyage. Han note que Jin-Woo n'a pas participé à de récentes incursions et que le dernier emplacement suivi par l'association était le centre de la zone urbaine. Hee-jin est impressionné de voir que son partenaire peut découvrir de telles choses et il explique que c'est son travail. Quoi qu'il en soit, les coordonnées du garçon sont désormais inconnues. Revenant à lui, Jin-Woo Sung ordonne à son armée de laisser le chef ennemi à lui-même. Ainsi, les subordonnés avancent pour combattre les autres adversaires. Les mages spectraux lancent des flammes sur les démons, tandis qu'Ygris, le rouge sang, charge les rangs ennemis, provoquant un véritable chaos. Grâce à l'augmentation de son intelligence, Jin-Woo a pu améliorer à la fois sa puissance magique et le nombre de soldats qu'il peut invoquer. Mettant cela de côté, le chasseur se demande combien de temps le chef des démons compte rester assis, et puisque l'ennemi refuse de bouger, l'humain décide de prendre l'initiative. Cependant, avant qu'il ne puisse en prendre conscience, le volcan de la convoitise se précipite à une vitesse incroyable pour attaquer Jin-Woo. Jin-Woo réagit rapidement et donne un coup de poing qui envoie le démon voler.
surprenant lui-même le jeune homme, qui se demande combien de force il a mise dans ses attributs pour parvenir à cela. Face aux dégâts subis, le volcan de la convoitise est rempli de rage et active sa capacité cerbère. Lorsque le démon géant charge Jinwoo, l'homme ordonne à Iron d'envoyer son bouclier vers lui. Avec le bouclier levé, Jinwoo parvient à bloquer le lourd marteau du géant. Mais la combinaison intense subie commence à inquiéter l'humain quant à la santé du bouclier. Défendant patiemment, l'homme attend une seule ouverture pour contre-attaquer, et à un certain mouvement du démon, il réussit à se libérer de la combinaison et saute vers le cou de l'ennemi. Mais le volcan se retourne immédiatement et frappe avec son gourdin. Par réflexe, Jinwoo active la main du souverain et absorbe l'impact au point de ne pas mourir sur le coup. Après avoir évité la faim, Jinwoo se demande si ce monstre peut lire ses pensées, tout en imaginant que le seul endroit où il pourrait infliger des dégâts serait sa tête. Quoi qu'il en soit, il doit d'abord restreindre les mouvements agiles et indéchiffrables du géant. Alors Jinwoo utilise la rage du volcan de la convoitise pour l'attirer vers un bâtiment. Dès qu'il s'en approche, Jinwoo grimpe rapidement la structure, tandis que le démon ne peut s'arrêter et s'écrase contre elle. Ayant cet avantage, le chasseur frappe finalement l'adversaire avec sa dague, remportant le combat et recevant un fragment de l'arbre de vie. Pendant ce temps, Dong-Soo arrive aux États-Unis pour interroger Sun Il-won. Mais le premier à poser des questions est l'interrogé. Il veut savoir combien d'humains connaissent l'existence des portails et des bêtes magiques, car tout cela n'est rien comparé à la pire force catastrophique qui s'est enfin éveillée. Et le but de Sun Il-won est d'empêcher qu'une catastrophe se produise. Ignorant celui qui se croit être juste une bête magique, Dong-Soo demande au prisonnier s'il se souvient encore du nom de sa femme ou de l'un de ses 2 enfants. Alors l'homme répond que l'un de ses enfants s'appelle Jinwoo. Cela dit, Dong-Soo promet que les 2 se reverront en enfer. Et en parlant d'enfer, Jinwoo-sung progresse avec son armée à travers les étages supérieurs et élimine Métis, le seul guide. Retour à l'interrogatoire, les environs sont devenus des ruines. Selon les responsables impliqués dans l'affaire, c'est ce qui se produit lorsque 2 chasseurs de rang S entrent en conflit. En fait, ils ont eu de la chance de ne pas avoir été blessés, car Hwan Dong-Soo a été vaincu en un clin d'œil. À ce moment-là, la nourriture de Jinwoo-sung s'épuise enfin aux oies 75 et étages. Malgré ses lamentations, il reconnaît qu'il a obtenu de bons objets lors de l'expédition. Une boucle d'oreille portée par le boss du 50 et étage et un collier obtenu après avoir tué un squelette. De plus, le miroir de la convoitise sera assez utile pour ses mages spectraux et enfin, il a gagné une clé dont il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'elle ouvre. Quoi qu'il en soit, la priorité de Jinwoo est de rassembler les 3 fragments de l'arbre de vie. Le premier qu'il a obtenu en éliminant le volcan de la convoitise. Le deuxième est l'eau de la forêt de l'écho, obtenue en tuant Métis. Ainsi, le dernier morceau reste pour que Jinwoo-sung puisse sauver sa mère.